bien d'accord. Alors, bah, écoutez, juste dans la droite ligne de ce qu'on vient d'entendre, hein, effectivement, on a pu beaucoup entendre ces dernières années des choses autour de la famille qui est devenu un grand sujet de société, qui a provoqué des immenses manifestations, etc., etc., avec le fameux slogan. Enfin, il y avait plusieurs slogans un peu types, mais enfin, celui-là avait quand même un certain succès. Donc, hein, voilà, une famille, c'est un papa et une maman, et sous-entendu, et si on sort de ces clous-là, je pense qu'il va se passer, le ciel va nous tomber sur la tête, ou enfin bon, enfin, en tous les cas, il y avait des choses graves dont il ne fallait pas sortir. Et puis à cette occasion-là, on a pu aussi voir des choses qui justifiaient par la nature, évidemment. La nature, vous savez, c'est pratique, hein, c'est toujours le truc auquel on a recours pour expliquer ce qui ne doit pas se discuter. Donc voilà, et donc la famille que les anthropologues appellent nucléaire, c'est-à-dire un papa, une maman et leurs enfants, et ben c'était donc ça qui était naturel. Et puis évidemment, alors cela dit, il y a des degrés dans l'argumentation. Hein, du naturel, on passait assez facilement au surnaturel, hein, parce que par exemple le monsieur qui est là, que vous connaissez peut-être pour l'avoir vu dans un accoutrement bizarre à la télévision, avait écrit un jour que le mariage homosexuel n'était pas seulement une question de lutte politique, il y a la prétention de détruire le projet de Dieu, carrément. Alors moi, je ne suis pas très compétent hein, sur les projets de Dieu, etc., donc je ne parlerai pas de ça, mais en revanche, je vais parler du chapitre naturel. Hein, est-ce que, justement, la famille, c'est quelque chose de naturel ou pas? Alors, juste en passant, hein, pour remarquer, pour évacuer la chose, mais enfin, on vit dans une société où cette famille naturelle, entre guillemets, quand même, pas mal écornée par un certain nombre d'évolutions, contre lesquels on n'a pas vu des cortèges aussi massifs se constituer, voilà. Ne serait-ce que le chômage, la précarité, etc., ont fait exploser le nombre de familles monoparentales, et monoparentales, souvent c'est une femme, hein, c'est voilà, qui sont dans des situations de pauvreté bien supérieures à la moyenne. On sait aussi qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de familles recomposées, et où là déjà le papa, la maman et les enfants, ça marche plus tout à fait. Alors, j'en parle quand même hein, parce que, comment dire, on a l'impression des fois qu'il y a une vision un peu partielle de la réalité. Alors, je voudrais aussi, en deux mots, évacuer la chose consistant à dire que quelque chose qui est naturel, ça ne veut pas forcément dire que c'est bien et qu'il faut être pour. Hein. Je ne sais pas, moi, la peste bubonique, les caries dentaires, les tremblements de terre, tout ça c'est naturel. Je ne suis pas convaincu que les gens aient intérêt à ne pas y toucher au tout prétexte que la nature l'a fait et que voilà. Alors, en ce qui concerne la famille, ce qui est naturel, peut-être en train de changer en partie avec les progrès de la science, mais enfin, en tous les cas, ce qui a été naturel depuis fort longtemps, c'est la procréation sexuée. C'est-à-dire que le fait que pour faire des enfants, il faut des êtres humains avec, enfin, il en faut deux, avec chacun des organes reproducteurs d'un sexe. Voilà. Bon, ça, c'est sûr que jusqu'à présent, ça relève de la nature. Mais la famille, c'est autre chose. La famille, c'est une unité sociale et économique qui va servir, entre autres, pas seulement d'ailleurs, mais entre autres à élever les enfants. Et là, eh ben, la nature a déjà beaucoup moins de choses à voir là-dedans, parce que, évidemment, les sociétés vont modeler ça et fabriquer des tas de familles différentes. Et puis, je vous propose, du coup, un petit tour d'horizon, qui est évidemment pas exhaustif, mais enfin, c'est juste pour montrer qu'on a fait des choses assez différentes. Alors, la famille nucléaire, évidemment, on la rencontre sous un tas de latitudes et un tas de lieux. Nous, on est dans l'époque, on va dire, bourgeoise, avec la famille nucléaire type, vous voyez, ces braves Anglais de l'époque victorienne. Mais enfin, la famille nucléaire a existé dans d'autres peuples et sous d'autres latitudes. Les Inuits, par exemple, vivent en famille nucléaire. Et puis d'autres chasseurs-cueilleurs, alors ceux-là, c'est les Andamanais. Alors les îles Andaman, c'est quelque part entre l'Inde et la Thaïlande. Vous voyez, c'est dans ce coin-là. Eux aussi vivaient en famille nucléaire. Donc c'est pour dire que la famille nucléaire, on la rencontre dans tout un tas d'époques. Mais, et c'est le point important, c'est absolument pas la seule. Et on rencontre aussi tout un tas d'autres formes de famille dont je vous propose une petite revue rapide.
Alors, une très fréquente, et qu'on connaît aussi encore un peu de nos jours, c'est tout simplement, alors je ne vais pas dire la famille polygame, mais la famille polygyne. Pourquoi? Parce que polygame, ça veut dire plusieurs partenaires, mais ça ne dit pas si les plusieurs, c'est les femmes ou si c'est les hommes. Vous voyez, alors qu'en anthropologie, on va distinguer entre la famille polygyne, c'est-à-dire plusieurs femmes, et puis la famille polyandre, plusieurs hommes. Je vais y venir. En tous les cas, vous voyez, il y a des familles où la famille, c'est un papa, une maman, et puis d'autres mamans, hein, enfin, ou d'autres dames, je sais pas. Mais enfin, souvent, c'est un peu d'autres mamans aussi. C'est pas exactement ma vraie maman, mais c'est d'autres mamans, voilà. Des peuples qui vivent comme ça, bah, alors là, la famille polygyne est même sans doute beaucoup plus fréquente, en réalité, si on prend sur l'ensemble de ce qu'on connaît de l'histoire de l'humanité, beaucoup plus fréquente que la famille nucléaire. Hein. Donc, on en trouve à toutes les époques, en tous les lieux, etc. Alors, pour commencer, encore de nos jours en Afrique subsaharienne, c'est assez connu. Mais je peux mentionner par exemple des chasseurs-cueilleurs. Ça, c'est un peu moins connu. Des chasseurs-cueilleurs qui pratiquaient la polygynie et des fois à des degrés extrêmement élevés. Par exemple, le monsieur là, qui est photographié au centre, c'est dans les années 30, dans le nord de l'Australie, il avait 20 femmes. C'est pas de la petite polygamie, hein. Enfin, c'est pas de la petite polygynie, vous voyez, c'est quand même à grande échelle. Hein. Et puis il y a d'autres exemples un peu fameux, par exemple les Mormons, hein, qui sont une sous-branche des protestants nés au XIXe siècle, qui pratiquaient très officiellement la polygynie. Pourquoi? Parce que ça a été marqué dans l'Ancien Testament, et que après tout, voilà. Et effectivement, si on se réfère à l'Ancien Testament, on trouve tout un tas d'exemples de polygynie. Là, un tableau représentant Jacob rencontrant ses futures deux femmes, Rachel et Léa, si mes souvenirs sont bons. Vous me détromperez si je dis des bêtises. Enfin, en tous les cas, dans tout l'Ancien Testament, je parlais du monsieur en blanc là tout à l'heure, il est très clair que Dieu punit beaucoup plus sévèrement la sodomie, par exemple, que la polygynie. Vous voyez, si vous êtes polygyne, ça ne lui pose aucun problème. Si vous êtes sodomite, alors là, les foudres s'abattent sur vous. Enfin, tout ça pour dire que la polygynie, donc, est une forme extrêmement répandue de famille. Mais on trouve évidemment, enfin je dis évidemment parce qu'en fait l'humanité a fabriqué un peu de tout, vous voyez, dans cette affaire-là. Mais on trouve donc le cas inverse, c'est beaucoup plus rare, mais il existe. C'est la famille où il y a une maman, un papa, et puis d'autres messieurs, d'autres papas, quoi, on va dire. Souvent, c'est les frères de papa. Hein, ça marche souvent par fratrie, ces affaires-là. C'est ce qu'on appelle les familles polyandres. Et il y a une région du monde en particulier, on en trouve beaucoup, c'est autour du Tibet. Alors là aussi, hein, c'est en train de disparaître sous l'effet de l'occidentalisation de tout un tas de choses, mais enfin, c'était un lieu traditionnel. Vous voyez, sur la photo, la dame qui est en haut à droite, bah, là, c'est deux maris là, qui sont côte à côte avec elle, et puis le reste de la famille est autour d'eux. Alors, on a des variantes amusantes, hein, enfin, je dis amusantes, en tous les cas... qui surprennent l'esprit, c'est la famille polyandre, donc une maman, d'autres papas, mais mon papa ne fait pas partie des papas qui sont là. Ah, tiens, comment est-ce possible? Eh bien oui, mon papa, il est mort depuis longtemps, et bien avant que je sois né. Comment est-ce possible une chose comme ça? C'est par exemple chez un peuple d'Inde, qui s'appelle les Toda, où la paternité sociale, celle qui compte, est établie par une cérémonie, qui s'appelle la cérémonie de l'arc. Donc vous avez plusieurs frères comme ça qui vont marier une dame, et celui qui fait la cérémonie de l'arc, à partir de là, est le père de tous les enfants qui naissent. Et puis, si ça se trouve, un de ces jours, il y a un autre frère qui va faire la cérémonie. À partir de là, les enfants seront à lui. Enfin, ça sera lui le père reconnu des enfants, etc. Sauf que des fois, la cérémonie de l'arc, c'est tout un bazar, ça coûte cher, etc. Donc, il y a le frère aîné qui l'a faite. Et puis personne n'a plus eu les moyens de la faire depuis. Mais lui, il est mort il y a 15 ans. Sauf que, évidemment, ses frères continuent à faire l'amour avec la mère et continuent à avoir des enfants. Donc vous avez des enfants qui naissent avec un père qui est mort, lui, depuis 15 ans. Ça ne pose aucun problème. Hein. C'est la règle sociale s'applique, etc. Alors, autre forme qu'on oublie souvent, et pourtant elle nous est un peu proche d'un point de vue de la civilisation, c'est que la famille, par exemple, de la famille romaine, c'était papa, maman, et les esclaves. Les esclaves faisaient partie de la famille, et je rappelle que le père de famille romain avait droit de vie et de mort, non seulement sur ses enfants, mais évidemment sur ses esclaves, et à ce titre, tout ça faisait partie de la famille. Voilà les Romains. Alors, autre variante amusante, une famille c'est une maman, son mari, et son mari c'est pas mon papa. Et pourtant, ils n'ont pas divorcé. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est une anthropologue française qui raconte ça chez une population du Burkina, où la règle veut que les jeunes filles prennent un amant.
avant de se marier. Et elles vivent avec cet amant 1 an, 2 ans, 3 ans, en gros le temps qu'elles aient un premier enfant. À partir du moment où elles tombent enceintes avec cet amant, elles vont avec leur mari, j'allais dire légitime, qui avait été décidé à l'avance. Et à partir de là, donc tout le monde sait qui est le père biologique de l'enfant et tout le monde sait que ce n'est pas le mari, mais c'est considéré comme une insulte ultime que de dire à l'enfant que son vrai père, c'est machin. Alors vous voyez, tout ça repose sur une hypocrisie sociale. Vous avez un père social, un père biologique, tout le monde sait que c'est pas le même, tout le monde sait qui est le père biologique, mais pourtant il ne faut pas le dire. Vous voyez, enfin, c'est... Alors, tout ça pour dire que l'humanité a une imagination fertile. Alors, autre version, ma famille, c'est un monsieur et une dame, mais c'est ma maman et les frères de maman. Et mon papa, lui, il habite ailleurs. Hein, les hommes et les femmes mariés, enfin, mariés ou à peu près mariés, n'habitent pas ensemble. Et bien ça, c'est une forme de famille connue sous le nom de mari-visiteur. Ça se pratiquait là aussi chez une population indienne, où les femmes donc résidaient dans la maison avec leurs frères, etc., et où leurs amants, plus ou moins réguliers, plus ou moins officiels, etc., venaient, etc., mais ne vivaient pas avec elles. Hein. Donc les enfants avaient un père officiel qui lui aussi n'avait pas forcément grand-chose à voir avec les amants qui passaient, etc., ce n'était pas la question. Il fallait qu'ils en aient un, c'était très important, mais voilà. Et donc, encore une fois, la famille, les gens qui élevaient les enfants, c'était pas spécialement le père, c'était les frères de la mère. Variante étonnante de ça, c'est une maman et les frères de maman, mais je n'ai carrément pas de papa, c'est pas qu'il habite ailleurs, je n'en ai pas, et ma maman n'a pas de mari. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est la seule population au monde connue, je ne dis pas que c'est la seule dans la réalité, mais c'est la seule qu'on connaît, où il n'y avait pas du tout de mariage. C'est-à-dire que, alors ça se passe donc là aussi, c'est dans le coin du Tibet, hein, dans la portion qui est en Chine. On en parle de temps en temps à la télé pour dire que c'est un matriarcat. C'est pas du tout un matriarcat, hein, mais par contre, les femmes ont effectivement une liberté qu'elles n'ont pas dans bien d'autres sociétés. Et en tous les cas, le lien du mariage n'existe pas. Donc la femme prend des amants comme elle veut, voilà, et elle vit avec ses frères. Et donc les femmes n'ont pas de mari et les enfants n'ont pas de père. Ils n'en meurent pas. Hein. Alors, pour finir de ce petit tour d'horizon un peu musée des choses étranges comme ça, le mariage, on va dire homosexuel, mais avec des variantes et des contenus qui sont assez différents d'une autre, a existé aussi hein, dans un certain nombre d'autres peuples. C'est pour ça que j'ai mis une maman et puis l'autre, bah, c'est une maman-papa ou un papa-maman, on ne sait pas très bien, et ça marche aussi dans l'autre sens. Alors, il y a 2 exemples bien connus, je sais pas, c'est pas les seuls, hein, mais vous voyez cette photo assez inattendue, hein, qui est une photo d'Indiens d'Amérique qui date des années 1870. Et chez les Indiens d'Amérique, assez fréquemment, il y avait un statut qu'on a appelé le berdache, ou la berdache. Il y avait aussi des femmes, c'était plus rare, mais il y en avait, et qui étaient, si vous voulez, des gens qui avaient en gros les 2 sexes. C'est-à-dire, c'était des hommes qui avaient en même temps le sexe des femmes, enfin, pas physiquement, mais socialement le sexe des femmes, ou des femmes qui aussi assumaient socialement le rôle des hommes. Et donc, on pouvait avoir des mariages comme ça, un peu étonnants, et qui pouvaient être éventuellement des mariages homosexuels. Et il y a la même une situation différente, mais qui aboutissait aussi à des mariages homosexuels dans tout un tas de peuples pasteurs de l'Afrique noire. Et là, c'est pas inintéressant de voir comment ça se passait. Une femme, par exemple, stérile, qui donc au bout d'une quinzaine d'années de mariage n'avait pas donné d'enfant, pouvait éventuellement reprendre sa liberté, quitter son mari, et sous réserve de payer la somme qui doit être payée dans ces pays-là pour se marier, dans ces pays-là, c'est les hommes qui payent pour se marier, enfin dans ces pays, dans ces tribus-là. Si la femme, elle, payait la somme que les hommes payent pour se marier, ben, elle pouvait se marier. Donc cette femme stérile prenait des femmes. Une ou plusieurs. Si elle était riche, pouvait en prendre plusieurs. Et on les faisait féconder, il n'y a pas d'autre mot, par des gars de passage qui, eux, par des vagabonds, mais enfin, en tous les cas, pas loin, des gens qui n'avaient pas de statut social. Et à tous les égards, cette femme stérile était le mari de ces femmes et le père de ses enfants. Et donc, c'était biologiquement de l'homosexualité, mais socialement, c'était de l'hétérosexualité. Enfin, vous voyez qu'on peut bricoler des choses assez étonnantes comme ça. Alors, pour terminer sur ce tour d'horizon, qu'est-ce que ça nous apprend?
bah, ça apprend que l'humanité a inventé des formes familiales extrêmement diverses, avec à peu près, je crois que à peu près tout ce qu'il était possible d'inventer, y compris comme chose a priori complètement invraisemblable ou inattendue de notre point de vue, bah, ça s'est fait. Hein, voilà. Mais il y a quand même une constante qui est extrêmement frappante, c'est que dans toutes ces formes-là, les formes que j'ai citées à la fin étaient quand même des formes marginales au sein de ces peuples-là. Hein, voilà. Dans toutes les formes de famille, on retrouve l'idée qu'il y a des hommes et des femmes. Pas forcément le père biologique, mais voilà. Alors ça n'a rien à voir avec la nature. Ça a à voir avec quelque chose qui s'appelle la division sexuelle du travail, qui est, semble-t-il, aussi vieille que l'humanité elle-même, bien qu'on ne sache pas très bien de quand ça date, mais enfin, en tous les cas, on n'a vu aucun peuple qui ne la pratiquait pas. C'est-à-dire que dans toutes les sociétés, les hommes ont été assignés à un certain nombre d'activités, les femmes assignées à un certain nombre d'autres, et que pour faire une unité fonctionnelle, bah, il fallait que les deux soient ensemble, parce que les hommes apportaient, en gros, on va dire, pour simplifier, certains produits, et les femmes en apportaient certains autres, et si les deux ne collaboraient pas, ça ne marchait pas. C'est aussi ça qui est en train de changer dans notre société, parce que bien que la division sexuelle du travail perdure, aujourd'hui, quand vous avez de l'argent, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous livre les produits complémentaires à ceux de votre sexe. Hein. Vous allez au magasin, on peut tout acheter, ça ne pose aucun problème, et les gens peuvent vivre seuls sans qu'une partie de leurs besoins ne soit pas satisfaite, alors que dans ces sociétés-là, ce n'était pas possible. Alors, moi, je pense, c'est un avis personnel, mais enfin, comme on dit, je le partage, je pense que derrière la mobilisation qu'il y a eu là, ces dernières années autour de la défense de la famille éternelle, etc., bon, il y avait évidemment l'envie et le besoin d'embêter un gouvernement de gauche, hein, ça c'est quand même un grand classique, et qui a vécu, par exemple, les premières années du gouvernement Mitterrand, sait qu'ils avaient fait, enfin la droite l'extrême droite avait fait exactement le même coup, et sur des sujets d'ailleurs assez voisins. Mais derrière tout ça, je pense qu'il y a un programme antiféministe. Pourquoi ? Parce que les gens qui défendent la famille nucléaire comme un horizon indépassable, c'est une manière de dire que les hommes et les femmes, alors ils vous accordent que bien sûr il faut qu'ils soient égaux, etc. Parce qu'en France aujourd'hui personne n'ose dire les femmes, il ne faut pas qu'elles soient l'égale des hommes, c'est quand même politiquement trop incorrect. Mais il faut qu'ils restent différents. Ça, c'est absolument important. Le jour où on aura les femmes pareilles que les hommes et les hommes pareils que les femmes, c'est la fin de toute civilisation, etc. Et je pense que c'est une dimension extrêmement importante qu'il y a derrière cette défense de la famille. Et d'ailleurs, les anti-mariages pour tous ne se privaient pas de le dire eux-mêmes à leur façon. Hein, par exemple, en dénonçant qu'on était en train de fabriquer des filles à partir des garçons. Quelle horreur, mon Dieu, hein, avec cette affiche-là. Et puis un petit dessin pour finir que je trouve absolument juste, profond et drôle, où vous voyez que la théorie du genre inquiète les réacs, et on voit une dame qui, très en colère, dira que personne n'apprendra à mon fils à faire le ménage. Voilà, il faut que la famille reste ce qu'elle a toujours été, du moins le croit-elle. Voilà, et ben écoutez, j'ai fini. Je finis par une petite page de publicité pour vous dire que si ces choses-là vous intéressent, bon, j'ai un gros bouquin qui parle de ça, mais pas seulement de ça. Et puis j'ai peut-être surtout, pour faire connaissance, j'ai un blog où je publie un certain nombre de choses. Je discute avec qui veut bien discuter avec moi. Et donc, si vous avez envie d'y faire un tour, eh ben, vous serez les bienvenus. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. C'est bon. Ah non, c'était vraiment parfait. Bon, merci beaucoup, Christophe. Donc, merci.